très heureux de réaccueillir François Ruffin, ici présent, pour le superbe film qu'il a co-réalisé avec Gilles Perret. Gilles Perret, c'est aussi un habitué de Chambéry, parce qu'il vient régulièrement présenter ses films. Dans ce pays, il y a la possibilité d'un pluralisme cinématographique. Ça ne va pas de soi. Le pluralisme en matière de médias, on sait très bien qu'il est extrêmement limité, sinon il n'existe pas. Et heureusement, il y a encore la possibilité d'avoir des salles de cinéma à essai qui se saisissent d'opportunités comme celle-là, et là qui ouvre 6 salles, ça devient la Pravda. Hein. Bon, donc vraiment merci aux associations. Bon. Moi en fait, au début décembre, je veux faire un livre, je veux traverser la France, cette France-là, et je veux en faire un bouquin. En gros, j'en ai marre d'être enfermé dans l'Assemblée nationale, et j'en ai marre d'avoir des caméras qui me collent au cul. Donc quand Gilles, je le croise en fait, je croise Gilles, je l'invite au self, je le croise autour de l'Assemblée, puis je l'invite à venir bouffer au self, et puis je suis en train de préparer mon parcours avec mes équipes, et il me dit mais tu veux pas que je te suive avec une caméra? Et mon premier réflexe il dit non, vraiment j'en ai marre là, moi, je veux plus de caméra au derrière quoi. Et je réfléchis, 5 minutes, et puis je me dis oui, c'est quand même une occasion. Après, tout ça je vais pas le raconter après, donc, au départ, Gilles, on se connaît avec Gilles depuis 2005, hein, donc ça fait 13 ans qu'on se fréquente. Je sais que Gilles veut faire un film sur moi. Et moi, je veux pas de film sur moi. En tout cas, pas maintenant, ça m'intéresse pas. Je pense que là, j'aime bien un mode de cadrage, en fait, qui est déjà le cadrage de Merci Patron. C'est-à-dire, grosso modo, dans l'idéal, ça cadre par-dessus mon épaule, et on voit en effet à travers mon regard, parce qu'il y a un regard, il y a des choix. Il y a des choix esthétiques, il y a des choix moraux, il y a des choix d'interpellation, dans un mouvement qui est aussi hétéroclite que les Gilets jaunes, qui n'est pas dirigé d'en haut, donc vous pouvez aller porter différents regards. Si vous décidez que c'est le pire, vous pouvez le trouver le pire. Vous le faites surgir le pire. Vous le récoltez le pire. Vous passez votre temps à demander qu'est-ce que les gens ils ont voté à la dernière présidentielle, et puis vous pouvez commencer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des choix. Donc le cadrage que je souhaite, c'est en gros un cadrage par-dessus mon épaule où on voit à travers mon regard, mais c'est pas dans l'idéal, c'est pas vers moi que c'est tourné, c'est vers les gens. Et je sais qu'il y avait ce point d'ambiguïté avec Gilles parce qu'il voulait faire un film sur moi et il disait bon bah c'est un bon contexte pour le faire. Et j'étais pas d'accord avec ce projet cinématographique, j'étais pas d'accord avec. Donc ce qui fait qu'on a eu des échanges. Donc ça c'était le mercredi, il m'a rejoint à Amiens le samedi soir, même au départ je prévoyais que possiblement il y ait 2 films. C'est-à-dire que on tourne les rushs, à la limite le tournage c'est pas trop le moment du souci. On peut bien s'entendre pendant un tournage, mais le problème, les choix, ils se font vachement au montage. Le montage, il est politique, il est moral, il est esthétique, il est tout ce que vous voulez, mais le choix de montage, par ailleurs, Gilles a un mode de montage où il laisse vivre beaucoup les séquences. Et moi, j'ai un côté plus cut. J'aime qu'on passe de manière brusque, des espèces de douche écossaise, où on passe du rire aux larmes, enfin, très rapidement. Donc je savais qu'il y aurait des heures possibles au montage. Donc j'avais proposé, et ça aurait été une forme de cinéma original pour la réessai, de dire que on a les mêmes rushs à la sortie de notre petite semaine, et on fait 2 films différents. Si on n'arrive pas à s'entendre au montage, Gilles il fait son montage, moi je fais mon montage, on aurait à la limite pu vous proposer 2 films de 45 minutes dans la soirée, sur le même périple, et où il y a des endroits où ça se serait croisé, il y aurait eu... Je ne lancerai pas journée des fachos. Mais c'est catastrophique. Parce que quand tu dis à quelqu'un qu'il est facho, bah à la fin, il va le devenir si c'est tout ce que tu lui offres comme point de repère. Donc moi j'ai juste dit, je vais aller voir. On verra bien si c'est que des fachos. Et le 17 novembre, j'ai compris que c'était pas du tout ça. C'était des gens quoi.
peu d'espoir que donne à nos gamins. Bon, on part en manif alors, ça y est? Allez, on y va. C'est un film de témoignage. Qu'est-ce que tu penses? Et ce témoignage, on l'a beaucoup reçu sur des médias alternatifs ou même des lives de Gilets jaunes ou des films qui ont été faits samedi après samedi. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution aujourd'hui représentée par les assemblées des assemblées par exemple, qui se déroulent un peu dans toutes les villes de France? Non, mais c'est une perspective, je crains que pour pas mal de personnes qui sont Gilets jaunes, elle ne soit pas suffisamment immédiate. Que je pense que le 17 novembre, il est né aussi d'un sentiment d'urgence sociale et peut-être qu'il faut s'organiser pour l'avenir, mais il faut voir un temps de réponse à des exigences peut-être plus ici et maintenant, quoi. Mais le fait que justement ils s'organisent, ils se rassemblent en assemblée, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là de... Moi en même temps j'ai pas envie de tenir une langue de bois qui fait que, il faut pas se la raconter aujourd'hui, le mouvement il n'est pas dans une forme olympique quoi. Ça veut dire que pour moi pendant l'automne il y a eu tout un temps où c'était le mouvement qui imaginait. Déjà imaginer de porter un gilet jaune, c'est original, d'occuper des ronds-points, c'était inédit, de ne pas quitter le rond-point le soir, de construire des cabanes dessus, de recommencer samedi après samedi, d'aller aux Champs-Élysées, ce qui est toute une somme d'impensable. Et aujourd'hui, c'est comment on remet de l'imaginaire dans ce mouvement. Et voilà, donc, des questions se posent là-dessus. On ne sait pas ce qui va advenir. Et donc voilà, on ne savait pas qu'on se retrouverait ici après la séance, donc ça m'amuse. Sans doute que c'est la seule fois où je viendrai au Carré Curial, donc voilà. Je dirais que de la même manière, le film, je le fais par souci d'aventure. Je ne savais pas que j'allais passer, enfin voilà, l'idée de passer 6 jours comme ça en virée, et de faire comme une espèce de parenthèse dans une vie parlementaire un peu emmerdante en général quand même. Donc voilà, ça c'est un truc personnel et l'aventure je la ressens parce que à chaque fois qu'on allait sur un rond-point c'est comme si on ouvrait un paquet surprise et qu'on savait pas ce qu'il y aurait à l'intérieur. Et à chaque fois il y avait de l'inattendu à l'intérieur, c'est la première chose. Donc je pense que quelque part c'est un film d'aventure. Bon, c'est pas exactement Indiana Jones non plus, mais bon. Le deuxième chose, je pense que vraiment c'est un film d'amour. Je pense que je peux avoir des textes de combat, et là, bon, il y a un grand méchant président quand même, mais c'est essentiellement un film d'amour, à savoir que, et c'est ce qui m'intéressait moi, les gens que je rencontre là, ce sont des gens que j'ai rencontrés pendant 20 ans, comme reporter à Fakir. Mais simplement, pendant 20 ans, c'était des personnes qui chuchotaient leur honte d'avoir un frigo trop vide, de se nourrir péniblement, de se sacrifier pour leurs enfants, de ne pas pouvoir leur offrir le bonheur conforme, simplement le centre pendant les vacances, ou pas pouvoir partir en vacances, et qui le disaient en rougissant. Je dis souvent, les pauvres se cachent pour souffrir. Avec pas possibilité de prendre de photos, la garantie de l'anonymat, parce qu'il ne faut pas qu'on soit repéré dans le village ou dans le quartier. Et là, je voyais bien, moi j'ai vu le 17 novembre, je suis allé sur tous les ronds-points de ma circonscription, donc à Camon, à Abbeville, à 2 barrages à Flix-Secours, à Amiens-Nord, devant le Carrefour, et je voyais comment c'était le temps du grand déballage, et où tout ce qui était des mondes privés était rassemblé et devenait une colère publique. Et moi ça me faisait c'était du bonheur pour moi. Je ne savais pas si je verrais ça un jour. Combien de fois je me suis demandé, mais quand est-ce qu'ils vont se révolter, quoi? Quand est-ce qu'on va cesser de lutter? Je disais pendant ma campagne, moi je lutte contre la finance, mais je lutte surtout contre l'indifférence. C'est-à-dire mon principal adversaire, c'est la résignation. Et là on est dans un temps où il y a eu une sortie de la résignation. Donc je voulais garder la trace
de ce moment-là, ce moment où des gens imaginaient pas un mois plus tôt qui pourraient raconter ça face à une caméra et qui pourraient se trouver sur un rond-point et peut-être qu'un mois plus tard, la situation est de nouveau gelée. Et ça me paraissait d'autant plus nécessaire de faire ça que la beauté de ces gens, la beauté de leurs propos, la beauté de leur visage, la beauté de leur manière d'être avec la construction de cabanes, tout un savoir-faire populaire, la France d'en haut est incapable de l'apercevoir. Et avec ce monopole de la parole dans les médias, vous savez, il y a un sondage, un truc du CSA qui vient de tomber là, et qui dit que dans les informations, 88% du temps de parole dans les informations est consacré au CSP+. Ce sont les CSP+, qui parlent pour 88%. C'est-à-dire qu'il reste 12% pour les retraités, les chômeurs, les ouvriers, les employés, qui représentent la vaste majorité du pays. Et donc, je sais que cette France d'en haut, elle est incapable de percevoir la beauté d'une cabane sur un rond-point et de comprendre l'importance de cette cabane, c'est-à-dire un lieu où se tisse du lien. On vient avoir des revendications sociales, c'est une chose, mais il y a une revendication presque plus profonde, c'est le désir de solidarité. Ils le disent, hein, c'est formulé par un certain nombre de personnes dans le film, et je pense que ça c'était quelque chose de très profond. Et même peut-être encore quelque chose d'encore plus profond, c'est le désir d'autre chose. Et moi, j'ai échappé à la classe populaire. J'ai été plusieurs fois hébergée dans mon adolescence parce que j'avais pas un toit sur la tête. Je me suis accrochée, je m'en suis sortie, j'ai un diplôme d'ingénieur. Et donc je me suis mise à l'abri. Et aujourd'hui, je ne connais pas et je ne touche pas ce qu'ils vivent à l'heure actuelle. Néanmoins, je suis solidaire avec ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Et par ailleurs, je suis écologiste et donc dans chacun de mes achats, je réfléchis énormément à l'impact que ça va avoir, donc je peux vivre avec très peu d'argent. Et je peux vivre avec un SMIC sans difficulté parce que c'est mon mode de vie extrêmement sobre. Et donc, je suis militante par ailleurs, écologiste, et je me demande, et ma question n'est pas que à François Ruffin, hein, c'est une question collective, comment est-ce qu'on réussit à mener ces deux combats ensemble sans que moi, issu de la classe moyenne intellectuelle, je vienne expliquer aux Gilets jaunes ce qu'ils devraient dire et penser, et réciproquement. Voilà, comment est-ce qu'on arrive à mener tous ces combats ensemble, et voilà. Voilà, les deux vont de pair. Je propose de prendre 2-3, parce que vous savez, moi je vais prendre la parole pendant un quart d'heure à chaque question, donc ça va faire une répartition du temps de parole un peu particulière. Je propose de prendre 2-3 remarques si vous voulez. Je voudrais juste en profiter. Je suis avec les Gilets jaunes tous les samedis après-midi, donc aux éléphants. Et je suis bien content de voir autant de monde ce soir avec François Ruffin. Et je vais en profiter pour faire un appel. Parce que samedi prochain, je pense que ça sera la même chose. Les Gilets jaunes seront encore aux éléphants, mais je dois dire qu'ils sont quand même un petit peu seuls en ce moment-là. Donc, j'en profite et je vous demande de faire un effort et de venir soutenir les Gilets jaunes samedi prochain, 13h30, devant les éléphants. Merci. Pour lesquels vous êtes venus. Est-ce que c'est pour voir un film de Gilles Perret? Est-ce que c'est pour voir Monsieur Ruffin? Est-ce que c'est parce que vous soutenez le mouvement des Gilets jaunes? Voilà, j'ai vraiment énormément de surprises de voir toutes ces salles qui étaient prises d'assaut, alors que c'est vrai que sur Chambéry, on a l'impression que le mouvement s'étiole. Ou alors, c'est les médias qui m'ont gagné et qui me persuadent que le mouvement s'étiole. Enfin, je ne cherche pas, moi, à ce qu'on se voile la face. Le mouvement, il n'est pas dans une super forme, notamment sur le terrain, ce que je dirais, l'imaginaire. Dans un premier temps,
sur le terrain de l'imaginaire, ça a été un mouvement hyper puissant. L'idée du gilet jaune, c'était génial. On sait très bien que, moi ça fait des années que je dis, le bleu de travail c'est dépassé. Il n'y a plus personne qui porte le bleu de travail, bien souvent, même dans les usines, on porte plus le bleu de travail. Donc il fallait trouver un nouveau symbole populaire vestimentaire. Il a été trouvé. Et c'est la force de l'imagination collective et populaire d'avoir trouvé ça. L'idée de dire, on va occuper les ronds-points, on le quitte pas le samedi soir, on va aller sur les Champs-Élysées, ce qui pour n'importe quel responsable syndical et politique relève de l'hallucination, et on va faire manifester samedi après samedi, y compris entre Noël et Nouvel An. C'est de l'inédit absolu tout ça. Et depuis, je pense que ça s'est routinisé. Et un mouvement qui se routinise est un mouvement qui perd. C'est comme quand on cesse de pédaler sur une bicyclette, quoi. Et donc il y a la nécessité pour moi de retrouver des formes, retrouver de l'imaginaire, retrouver de tout ça pour qu'il y ait une nouvelle énergie qui, alors j'ai des idées, mais bon voilà, mais pour remettre de l'énergie à l'intérieur du truc. Ensuite, ça c'est le premier point. Le deuxième point, et je pense que la question est évoquée en filigrane, c'est la responsabilité de ce que j'appelle la classe intermédiaire. C'est-à-dire que qui est là ce soir, et tant mieux, j'y appartiens moi à la classe intermédiaire, hein. Je suis journaliste, je suis reporter, j'étais dans une école privée quand j'étais jeune, la même que Macron, en plus vous voyez, donc bon, ah ouais. Donc voilà, mais là c'est comme si on avait laissé dans un face-à-face mortifère les classes populaires, et encore une fraction des classes populaires, parce qu'il faut se dire que c'est un mouvement qui repose sur une tête d'épingle, même s'il y a une majorité des Français qui se reconnaît à l'intérieur, mais on a laissé dans un face-à-face mortifère les classes populaires et l'oligarchie incarnée par Emmanuel Macron, ses médias et ses flics, quoi. Donc voilà. Et la classe intermédiaire n'a pas joué le rôle de tampon, de modérateur de la puissance de répression du pouvoir. Ça veut dire les journalistes, ça veut dire les avocats, ça veut dire un certain nombre d'associations, enfin voilà, qui n'ont pas joué un rôle de modération en se disant mais on ne peut pas éborgner et mutiler les gens tous les samedis, on ne peut pas détruire les cabanes sur les ronds-points. Du moins il y aurait dû y avoir des protestations des universitaires par exemple en disant mais regardez finalement c'est un lien social qui se rôtisse comme ça au quotidien, comment peut-on décider de détruire ça? Ça n'a pas eu lieu. Il faut constater une abstention, un silence qui au fond vaut pour l'instant soutien passif à l'oligarchie. Ne pas se signaler dans un moment comme celui-là, c'est être solidaire du pouvoir. Et pour moi, c'est l'une des caractéristiques de ce qui se produit depuis quelques mois, et c'est l'une des limites rencontrées par le mouvement. Du coup, là, je cite souvent Lénine qui dit « Une situation pré-révolutionnaire éclate lorsque ceux d'en haut ne peuvent plus, ceux d'en bas ne veulent plus, et ceux du milieu basculent avec ceux d'en bas. » Ce qui ne s'est pas du tout produit pour l'instant, c'est le basculement de ceux du milieu avec ceux d'en bas. Et grosso modo, quand on regarde les sondages là sur les gilets jaunes, on retrouve un peu ce qui s'était passé sur le traité constitutionnel européen, avec 80% dans les classes populaires qui soutiennent le mouvement, et c'était déjà 80% des ouvriers qui ont voté non au TCE, et puis de l'autre côté, donc les chômeurs, les employés à peu près pareil, et puis de l'autre côté, vous avez les cadres et les enseignants qui sont majoritairement hostiles au mouvement. Donc on retrouve la même disjonction de classe. Moi, je viens pour tenter d'opérer une solidarité. Si vous avez plus de monde ce soir, c'est parce que vraisemblablement, je dis ça comme ça avec une humilité, mais que dans ma parole se reconnaissent en effet une fraction des classes intermédiaires et peut-être des classes populaires aussi. Et donc je fais un film qui est quoi? Quand bien même ce ne seraient pas les gilets jaunes qui iraient voir le film, quand bien même ce ne seraient pas les classes populaires qui iraient voir le film, quelque part, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que quand bien même ça toucherait, mais il faut que ça touche massivement, la classe intermédiaire, ça a pour objet de faire se solidariser, sinon par les intérêts matériels, puisque Madame l'a dit, elle est ingénieure, elle n'a pas de difficulté à remplir son frigo, enfin voilà, donc, mais au moins sur le terrain des affects, vous savez, il y a une expérience politique qui est menée, si jamais vous avez un clogoto qui débarque chez vous, vous allez rien lui donner, ou bien vous allez lui donner juste assez pour vous débarrasser de lui. En revanche, si c'est quelqu'un qui vous ressemble,
qui arrive et qui, voilà, je suis en galère en ce moment, là, il me faudrait 20 € pour me dépanner, vous allez lui enfiler 40. Et sans même la moindre garantie qui vous le rendra par derrière. Simplement parce que c'est un semblable. Et aujourd'hui, compte tenu voilà, on a réussi à construire les gilets jaunes en particulier, et sans doute les classes populaires en général, comme n'étant pas les semblables de la classe intermédiaire. Donc, il y a quasiment les ponts, les liens n'existent plus, sont ténus, ne sont plus tissés. Et donc, ne serait-ce que par un objet artistique, qu'est-ce que j'essaye d'opérer? J'essaye d'opérer le fait que quand on regarde Cindy à l'écran, quand on regarde Serge, quand on regarde Loïc, quand on regarde Marie, on se dit « ce sont mes semblables ». Et donc, je ne peux pas accepter que le samedi, il y en ait qui se fassent éborgner. Je ne peux pas accepter que les samedis, il y en a qui se fassent mutiler. Je ne peux pas accepter ce mépris servi constamment par l'oligarchie et par une voie ou par un autre, parce qu'on ne peut pas demander à tout le monde d'aller se geler les miches sur les ronds-points. Je le dis, c'est un mouvement de dur à la peine. On ne peut pas demander aux gens d'aller, pour moi, massivement sur les ronds-points. Donc ça veut dire qu'il faut trouver d'autres formes. Il faut cumuler ça avec, bon, pour la fête à Macron, quand on l'avait fait, c'était le carnaval, mais voilà, ça peut être des pétitions d'intellectuels, on a très vu, qui sont pourtant des fervents des pétitions. On a vu très peu de pétitions d'intellectuels, des tribunes dans les journaux, on a vu très peu de tribunes dans les journaux. Ces gens qui ont accès à la parole publique, non de mon point de vue, dans le cadre de ce mouvement, on peut citer des noms, on peut citer Gérard Noiriel, on peut citer Emmanuel Todd, on peut en citer Frédéric Lordon, on peut en citer comme ça quelques-uns. Mais on voit bien que là, il y a des responsables dans la classe intermédiaire, les responsabilités n'ont pas, pour moi, été prises parce que aussi peut-être que les mots du pouvoir sur des casseurs, des fascistes, des racistes et tout ça, ça a fonctionné. Donc voilà. Pour l'avenir, je pense que de toute façon, c'est une bataille de longue durée qui est engagée. C'est une guerre des classes. C'est Warren Buffett qui disait ça. La guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches, qui mène cette guerre et nous sommes en train de la remporter. Donc et là, c'est une bataille. Je pense qu'à l'automne, il y a eu des batailles qui ont été gagnées. Là, ça me paraît moins évident, mais c'est une bataille dans la durée. Donc évidemment, moi, je viens pour essayer de rassembler dans ce contexte-là. Alors ensuite sur l'écologie, puis je termine de 2 mots parce que je veux vous laisser la parole, mais sur l'écologie, moi, ce que je fais bien comme formule, c'est Hervé Kempf qui dit ça, c'est consommer moins, répartir mieux. Et c'est le double impératif de la répartition. On n'a plus besoin, moi je le répète, je le dis, je le répète, je l'ai dit à l'Assemblée, et je le dis y compris aux syndicats, je le dis y compris dans les classes populaires, aujourd'hui, on n'a plus besoin de croissance. On n'a plus besoin de faire grossir le gâteau. On a un gâteau qui est énorme en France. Jamais la France n'a produit autant de richesses. Ce qui compte, ce n'est pas d'augmenter la taille du gâteau, c'est de mieux le répartir. Donc il faut, mieux répartir ce gâteau. Et ensuite, donc c'est répartir mieux et consommer moins. C'est l'évidence aujourd'hui que on fonce dans le mur de la destruction de la planète, en tout cas de l'humain dans ce cadre-là. Bon, vous savez que les oligarques, eux, ils ont déjà prévu d'acheter des maisons en Nouvelle-Zélande, en Norvège. J'ai une copine qui se trouvait à la City il n'y a pas longtemps, et les traders, ça y est, ils achètent en Norvège, parce qu'ils disent que c'est là-bas que ça va être vivable le plus longtemps. Donc il y a consommer moins, répartir mieux, et j'aime bien la formule de Paul Ariès, et qui, pour moi, résonne quand même un petit peu avec le mouvement des Gilets jaunes aussi, moins de biens, plus de liens. Et je pense que le progrès humain qu'on pourra trouver demain, dès aujourd'hui, ça ne sera pas dans l'accumulation d'un nouveau téléphone, même si c'est pratique pour faire les lives Facebook, mais ça sera dans la qualité de la relation qu'on arrivera à trouver avec nos voisins, nos familles, nos concitoyens. Et c'est vraiment là que peut être la marche de progression pour moi dans notre pays, quoi. Des pays où il y a la nécessité d'un développement. Nous, je pense que le développement, il est suffisamment là. Donc par contre, il faut que ça soit réparti mieux, parce que c'est, bon, d'abord, la situation matérielle pour un certain nombre de personnes qu'on voit dans le film, elle n'est pas acceptable comme ça. Mais c'est pas acceptable de toute façon de se sentir décalé par rapport au reste de la société. Quand bien même tu as de quoi te loger, te nourrir et t'habiller, si les autres ils vont en vacances massivement et que toi tu vas pas en vacances, bah tu te sens mal et puis tu as la honte. Donc de toute façon, il faut tasser la pyramide, quoi. Il faut que la pyramide en haut on la rabaisse et puis qu'en bas on les ramène dans... Vous savez, ça y est, je suis parti là. Non mais je pense que... Il y a une expression de George Orwell
qui est favorable, en anglais c'est la common decency, donc la décence commune, juste que chacun soit décent. Et je pense que, vous voyez, un gars comme Serge, par exemple, dans le film, donc l'intérimaire en CDI, enfin le CDI intérimaire. D'abord, j'ai une interrogation comme ça qui n'est pas liée à ce que je veux dire, mais je me dis, mais bon sang, comment vous pouvez garder une psychologie saine et une psychologie politique saine quand vous vivez pendant 20 ans en étant jeté en permanence et en vivant dans cette situation de précarité. Je veux dire qu'il y a un vote à l'extrême droite, quand on maltraite les gens comme ça et quand il y a une acceptation du corps social comme ça, pour cette maltraitance généralisée, il ne faut pas s'en étonner quand même. Il est sûr que cette souffrance imposée, elle produit des réactions qui ne sont pas les plus progressistes. Mais voilà, il faut... Bon, ça c'est la première chose. Et dans le témoignage de Serge, j'entends cette exigence de décence commune. C'est quand même incroyable, ce gars qui a pas grand-chose quand même, et qui dit non, non, moi mes impôts, je les paye en France parce que moi je ne suis pas un tricheur. Il y a vraiment une exigence morale chez Serge qui est supérieure à l'exigence morale de nos dirigeants. Bonsoir. Excusez-moi mon accent, mais merci. Et tout ce que... C'est drôle, l'autre soir, quand je crois qu'on revit avec le mouvement des Gilets jaunes. C'est comme en 95. Je suis en France depuis 30 ans. Et quand il y avait les grèves en 95, les gens, on se parle. Et je veux dire quelque chose avec l'émotion. Je viens d'une famille des travailleurs et j'ai vu une amie qui était écrasée avec un bâtiment, les usines qui fermaient, les suicides, c'était affreux. Et ce que vous dites avec les gens, la télévision, les intellectuels, c'est drôle qu'ils font tout pour ne pas... C'est comme il y a tant de mépris pour les gens qui sont pauvres, que s'allier avec les pauvres, il faut avoir honte. Et j'aimais bien, il faut faire honte aux autres. Parce que c'est une honte d'avoir les gens si pauvres. Mais quand Rodriguez, il était borné cette soir-là, j'ai pleuré. C'était vraiment affreux de penser qu'on peut borner les gens en France pour les manifs. C'est affreux. Et je suis si content que tout le monde est là. Et c'est dommage que tout le monde, on doit venir samedi prochain aux éléphants. Ça, c'est une bonne idée. Merci. Je vais me permettre, François, de te tutoyer, parce que pour moi, tu es un gilet jaune, et sur les ronds-points, la règle est le tutoiement, ce qui n'est pas une marque d'irrespect, mais au contraire de reconnaissance de l'humain qu'on a en face de nous. Pour reprendre la parole d'avant, je veux vous signaler que mercredi, à Genève, il y a un rassemblement de gilets jaunes français qui vient justement dénoncer la violence qui se passe en France. Donc c'est un rassemblement extrêmement pacifique et on vient interpeller l'ONU. Donc Chambéry, c'est pas très loin de Genève. Je pense que vous serez aussi nombreux à venir accompagner. Sinon, je suis un gilet jaune de Saint-Clair-du-Rhône. C'est une commune qui a déclenché un référendum d'initiative citoyenne par nous-mêmes, à notre initiative. Et alors François, dans ton film, bon, il m'a pas surpris parce que ce que tu montres, on l'a vécu pendant 3 mois. J'ai juste peut-être un petit... on voit des constats, par contre on voit peu de solutions. Est-ce qu'il y a moyen dans le montage peut-être de parler un peu plus de solutions possibles, ne serait-ce qu'une ou 2 mesures qui aideraient pour le pouvoir d'achat? Et puis j'ai entendu qu'une seule fois dans le film le terme RIC, qui pour moi est une vraie solution. Et à ce sujet, comme j'ai le micro, je tiens dans la main une procédure, celle qu'on a menée à Saint-Clair-du-Rhône, et sur tous les ronds-points, ceux qui voulaient mener des actions justement pacifiques, d'aller à la rencontre des citoyens en faisant du porte-à-porte, en leur expliquant que leur voix elle compte en démocratie, c'est votre voix qui compte et c'est pas le fait de transmettre votre pouvoir à un représentant pour 5 ans ou pour 6 ans. Alors ici on a François qui est un de nos représentants, mais qui je pense qu'il nous représente relativement bien, puisqu'il est ici ce soir entre nous, mais la plupart d'entre eux, ils ne nous représentent pas.
Donc la démocratie, c'est quand vous vous emparez vous-même de la parole et que vous l'exprimez vous-même. Donc le référendum, pour moi, c'est essentiel. Merci. Tu dis qu'il faut répartir mieux. Justement, l'intervenant d'avant parlait des solutions qui ont été trouvées par certains gilets jaunes. Moi, la question que je me pose quand on voit ce qui se passe en politique et la manière dont ça s'accélère, en fait, parce que malgré le mouvement, il continue à faire passer des tas de lois, qu'est-ce que nous, on peut faire? Comment on peut s'organiser tous ensemble? Parce que là, on est tous ensemble, il y a plein de gens qui manifestent. Et comment on fait pour se retrouver et puis construire quelque chose tous ensemble en dehors d'eux, sans eux? Moi, je voulais déjà te remercier avec ton équipe pour ce film, parce qu'il est très important qu'il existe aujourd'hui, parce que on est actuellement, après tous les événements qui ont, parfois sanglants, qui ont marqué le mouvement des Gilets jaunes, on est maintenant rentré dans une bataille de l'information et de la désinformation. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte des classes, que les classes intermédiaires dont tu parles, ce sont des gens qui vont chercher l'information principalement à la télévision et dans les médias classiques, les journaux, etc. Donc ça remet en cause un petit peu aussi le fonctionnement de ces médias qui sont, en général, on le sait bien, contrôlés par le pouvoir. Donc moi, la question que je voulais te poser, dans cette bataille de l'information, de la communication qu'on est en train de mener, on le voit bien, on est complètement en permanence stigmatisé, traité d'antisémite, de violent, de casseur, enfin bon, c'est tout un tas de choses qui nous font vraiment mal, parce que moi ça fait 3 mois que je suis dans les manifestations tous les samedis et j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça, je suis désolé, j'ai vu ce que tu as montré dans ton film sur les ronds-points. Moi je suis plus dans les manifs le samedi, dans les grandes villes, et voilà, là maintenant on aimerait bien avoir des moyens de communication autres que Facebook, parce que en fait on se rend compte que c'est surtout la jeune génération, on va dire, qui est sur Facebook. Là tu apportes un point essentiel avec ce film, parce qu'on espère qu'il va être vu partout par cette fameuse classe intermédiaire, ces gens qui soutiennent du bout des doigts, mais qui ne participent pas, alors que nous, on a vraiment besoin de monde, on a vraiment besoin de gens, parce que une révolte populaire, on va pas l'appeler révolution, parce que sinon il y en a qui vont crier voilà, mais bon, c'est une révolte, une évolution, si tu veux, une révolte citoyenne, moi j'appellerais ça. Voilà, on a besoin quand même qu'il se passe quelque chose dans les rues pour montrer au pouvoir qu'on est là, et maintenant on veut rentrer aussi, nous, dans cette bataille de la communication, mais on n'a pas d'argent, on n'a pas de médias, donc ton film est un exemple de ce qu'on pourrait faire pour sensibiliser les gens. À ton avis, quels seraient les autres moyens qu'on pourrait utiliser? Voilà, c'est une question que je me pose et que je voulais te poser. Je sais pas si tu as bien compris. Tu m'as bien suivi. Bon, de toute façon, moi je crois qu'il y a une règle. Enfin, après, moi là, vous pourriez me remplacer. Et puis, bon, c'est pour ça que je pars en commençant de parler du film, parce que je sais qu'au bout de 5 minutes, on n'en parle plus. Donc bon. Non, je pense que moi, le slogan de ma campagne, c'est ils ont l'argent, on a les gens. Et il n'y a pas 10 000 solutions. C'est que de toute façon, il faut faire masse. Ce qu'on disait, il y a du monde ce soir, il faut qu'il y ait du monde selon des modalités différentes. Moi je trouve que la bataille de la communication, dans un premier temps, elle a été parfaitement menée. C'est-à-dire, voilà, je l'ai dit, les gilets jaunes, et même à la limite, on sentait dans les médias une certaine sympathie pour le truc, parce que ça rouvrait un imaginaire. Donc, faut voir que, alors là, je me lance dans un truc, mais je pense que les médias peuvent être aussi traversés par des contradictions. Je le voyais pendant le traité constitutionnel européen, par exemple, vous aviez tous les éditorialistes et tous les patrons de presse qui étaient pour le oui. Et pour le non, c'était une abomination, c'était la guerre, c'était le retour du nazisme, enfin j'en sais rien. Et puis de l'autre côté, vous aviez les reporters du terrain qui allaient dans des usines qui délocalisaient, qui rencontraient des gens qui faisaient appel à des plombiers polonais, enfin vous voyez tout le truc comme ça. Et le reporter, lui, on sortait des reportages qui étaient plutôt favorables au non. Et donc il y avait une espèce de tension comme ça. Et je retrouvais un peu la même tension cet automne, à savoir des éditorialistes qui, jugeant de loin en plateau des studios,
voilà, étaient très critiques vis-à-vis des Gilets jaunes, et de l'autre côté, les reporters qui allaient tendre leur micro sur les ronds-points et qui en venaient avec un autre son de cloche. Donc il y a eu quand même une période de tension. Bon voilà, je pense que, je redis, moi je vais poser deux trucs, mais c'est pas à moi de le faire. C'est pas à moi de le faire, c'est aux Gilets jaunes de le faire. Donc je suis un peu dans cette situation. Moi, pendant tout ce temps-là, d'ailleurs c'est peut-être pour ça que je suis parti en enlevant mon écharpe et puis en partant comme ça, mais j'aurais préféré ne pas être député et foutre un gilet jaune. Parce que ma parole aurait été dans ce temps-là beaucoup plus légitime et beaucoup plus audible. Et j'aurais pu impulser des initiatives de manière, sans qu'on dise c'est un parti, c'est machin, tu vois, avec un espèce de soupçon. Donc je mets des choses sur la table, mais c'est pas à moi de le proposer. Mais moi je pense qu'il faut une date ce printemps, mais pas immédiate. Il faut une date, moi je dis par exemple pour les 2 ans de Macron, fin avril, début mai. Les 2 ans de son élection, qui permettent aux gilets jaunes de trouver... Moi, je peux faire, tu vois, toute ma tournée de médias et toute ma tournée de ce soir en vous disant le 6 mai. Et le 6 mai, non mais voilà, mais je veux pas, c'est pas à moi de le faire. Mais du coup, j'aurai une date à reprendre et à venir coaguler, comme ça a été fait pour le 17 novembre, tu vois, coaguler tous les gens qui sont partis entre-temps parce qu'ils sont lassés, les gilets jaunes historiques, mais aussi mes copains de la fête à Macron qui ont mené des trucs l'an dernier dans plein d'endroits, aller chercher les syndicalistes, aller chercher les étudiants. Mais si c'est semaine après semaine et que boum, 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 t'as pas le temps d'organiser rien. Tu peux pas le faire. Donc, moi, je suis en attente d'une date qui soit pas demain. Et où on peut, et à partir de ce moment-là, on réussit un gros truc et ça remet, on ne sait pas comment, derrière, l'histoire, elle n'est pas écrite. On n'est jamais sûr de gagner, mais on tente un coup, on remet un coup de peps là-dedans, et puis ça voilà. Donc j'attends qu'une date sorte qui soit pas immédiate, quoi, où on ait le temps de s'organiser, d'aller chercher les gens et tout ça. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, moi, j'ai fait un film quand même. J'ai fait un film que je dis, je passe place dans le cadre de ce mouvement. Il va être diffusé à partir du 3 avril à l'Astrée à Chambéry, mais pour ceux qui connaissent la manière dont ça a fonctionné sur Merci Patron, on est très ouvert sur le plan de l'usage non conforme du film. Voilà. Si c'est quelque chose qui peut aider à fédérer, et je le dis, il est là le Patrice ou pas? Mais bon, voilà, le directeur du cinéma, il doit être là quand même, mais je dis, si ça peut aider que ça se passe pas seulement dans un cinéma, il ne faut pas que ça se passe que dans un cinéma. Donc moi, je viens poser cet objet-là, que je vais défendre, parce que je pense qu'en le défendant, au fond, je défends une certaine image de ce qui s'est passé depuis l'automne, et voilà, quoi. Mais voilà, Je fais partie de cette classe moyenne intermédiaire qui ne s'est pas encore donné le mal d'aller rejoindre les Gilets jaunes, mais que... Alors en fait, je réalise pourquoi je suis là ce soir. C'était pas si conscient que ça, mais rien qu'en écoutant ton discours, j'ai pris conscience. Voilà, j'apprécie toujours me retrouver en face d'esprits comme ça, qui savent tellement mettre de sens, de clairvoyance. Il y a tellement de clarté dans ce que tu dis, ça fait du bien. Et du coup, j'étais pas encore consciente de ça. Je sais que à l'intérieur de moi, depuis des mois, il y a du remue-ménage parce que j'aime pas le monde dans lequel j'ai fait mes enfants, mais je suis tellement confortablement installée. J'ai une vie belle, j'ai une vie heureuse, je suis entourée de gens, j'ai de l'argent bien suffisamment pour emmener mes enfants en vacances. Des fois même, c'est mes parents qui m'y emmènent encore à mon âge. Enfin, je profite de tout ce que la vie m'a donné, mais avec énormément et de plus en plus et chaque jour de culpabilité en fait. Et je sais, j'ai pas encore franchi le pas, mais je sais que je suis venue ici ce soir pour me mettre un coup de pied au cul. Et j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que je vous promets, sincèrement, que vous me verrez bientôt aux éléphants. Voilà. Et pourvu que ce film soit vu et revu. Vraiment.
Je voulais juste donner mon avis par rapport à ces interventions sur les classes intermédiaires. Je ne sais pas si j'en fais partie ou quoi. Mais en fait, on est pas si intermédiaire que ça. Je pense qu'il y a une autre classe en haut et puis nous, tous. Et que là, oui, c'est vrai, je vais aller au ski cet après-midi, je profite de la vie, tout ce que je veux, je suis fils d'immigré, j'ai réussi, blanc. Mais demain, ça va se passer quoi? Peut-être que je vais me retrouver à la rue, je vais pas avoir à bouffer, je vais pas pouvoir payer l'électricité parce que le fuel va passer à 5 € ou 10 €. Et qu'est-ce qui va se passer? On va tous mettre des gilets jaunes? Tous? Ce sera peut-être trop tard, je sais pas. Question? Moi, je voudrais simplement dire, on est des jeunes retraités, on n'est pas malheureux. Nous, de l'argent, on en a pour vivre bien, pour pouvoir profiter avec nos petits-enfants, et j'estime que c'est une grande chance. Cet argent, on l'a gagné durement. Aujourd'hui, quand j'entends les propos qu'on tient sur les retraités, j'ai mal au cœur. Moi, je suis partie, j'avais 187 trimestres. Et quand j'entends ce que le gouvernement dit de nous, ben ça me donne envie de vomir. J'ai rien volé, on l'a mérité. D'autre part, je dirais à cette dame, moi quand je vais avec le gilet jaune, j'y suis depuis le 11 novembre, on essayait de mobiliser les gens pour la journée du 17. J'étais avec Candice. Eh ben, je veux vous dire une chose, aujourd'hui nous on peut faire, mais demain, nos enfants, j'ai 2 garçons qui ont 30 ans, 38 ans, ils s'en sortent. J'ai 2 petits-enfants. La démocratie qu'on va leur laisser demain, c'est quoi ? Moi, je refuse qu'on fasse de mes petits-enfants des esclaves modernes. Et je crois que la seule solution, elle passe par ça. Parce qu'aujourd'hui, demain, qu'est-ce qu'ils vont faire, nos petits ? On va en faire quoi? Des braves petits soldats? Ils n'auront plus de droit au travail. Ce qui a été fait par Macron, c'est une pure honte. On a détruit le code du travail. Et le pire, c'est que nos jeunes, des fois, quand on leur en parle, ils nous disent quoi? Ben, il n'y avait pas le choix. Au niveau économique, on ne trouve pas de boulot. On a envie de leur dire non, il y a d'autres moyens de se battre. Et se battre, c'est aussi retrousser les manches, même si on a un peu d'argent, se dire que nous, si on en a, tant mieux. Mais il y en a qui n'en ont pas. Et c'est pour eux qu'on doit descendre avec eux. Oui, bonsoir, William. Donc moi je suis d'Albertville. Et moi je voudrais vous dire, bon, je fais partie des CSC+. Mais on s'en fout de ça. Moi, depuis le 17 novembre, je suis... D'abord, on était dans la rue, et après, nous, on a occupé le péage de Sainte-Hélène. Donc, c'est pas les ronds-points. Là, on ouvrait, on rendait gratuit, on donnait du pouvoir d'achat aux gens, et on refaisait découvrir la fraternité. Alors, bien souvent, on entend à la télé, les gilets jaunes, c'est la lèpre jaune. Vous avez entendu ça? Stop. Rappelez-vous, personne ne peut être contre le mouvement gilet jaune. Pourquoi? Pour 2 choses toutes simples. Nous dénonçons toute l'injustice concernant tout ce qui est fiscal, territorial, social et environnemental. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième, on dénonce aussi comment on s'est fait cannibaliser la démocratie. Aujourd'hui, les gens sont élus par ceux qui les payent, plus pour le peuple. Et ils votent pas par représentativité, ils votent pour un dogme. Lever la main, baisser la main. Stop. Là, il faut reprendre les rênes, reprendre le pouvoir, mais... Rappelez-vous, c'est pas une histoire de dureté. J'entends souvent dire ouais, c'est pas assez dur, il faut y aller. Rappelez-vous toujours, c'est l'eau qui use les pierres dans les rivières. C'est la persévérance. On est sur un marathon, on n'est pas sur un sprint. Alors on ne lâche rien et on continue. On les aura. Merci. Bravo. Une femme, une dernière femme, et puis on va replier les Gaules, quoi. Aux éléphants qui puissent, pourquoi pas amener 5 € pour permettre aux gens de la classe populaire d'aller voir le film. Moi, je me suis toujours senti un peu plus proche des gens qui militent pour le climat que les Gilets jaunes. Ceci dit, ce film m'a beaucoup touché. J'ai été très touché par tous ces témoignages. Je milite pour le climat, pour les générations futures. J'ai beaucoup entendu parler des gens qui disaient que vont devenir nos enfants. On nous a volé la démocratie, c'est vrai, je ne supporte pas ce qui se passe au niveau politique, au niveau de cette évasion fiscale et tout ça. Mais par rapport à la démocratie, je pense que
la démocratie, on peut revenir en arrière quand on va trop loin, on peut faire des révolutions. Avec le climat, on ne reviendra pas en arrière. Et ça c'est quelque chose qui me fait très peur. Et bon, je ne suis pas sur les ronds-points. Ce qu'il faudrait pour que j'y aille, c'est qu'il y ait plus de propositions pour, par exemple, sortir du tout voiture. Qu'est-ce qu'on met en place pour, par exemple, et financer ces services publics par les péages, je dirais pourquoi pas. Il y a plein de choses à faire pour le climat. Malheureusement, je suis encore un petit peu perplexe par rapport à tout un tas de choses. Je viens présenter un film dans lequel il n'y a pas une seule fois, le seul politique présent, c'est Macron. Et c'est un choix parce que je pense que le rond-point a été ce lieu intéressant de neutralisation des appartenances politiques. Alors, quand j'entends que c'est un mouvement apolitique, je dis non, c'est faux, c'est absolument faux. Il n'y a rien de plus politique que ce qui s'est passé sur les ronds-points cet automne. Mais en revanche, c'est un mouvement apartisan. Et moi j'ai envie de porter ce film. Alors, je suis de gauche, il n'y a pas l'ombre d'une ambiguïté là-dessus, mais j'ai envie de porter ce film avec le même côté apartisan, pas politique mais apartisan, ça a été fait. Maintenant, je veux dire, si jamais il y avait, d'abord, moi, y compris sur les ronds-points et dans les, je sais pas trop combien de propositions qu'il y a émises par les Gilets jaunes, il y avait des choses sur les transports en commun. D'ailleurs, je me souviens d'avoir été dans l'hémicycle pendant tout le printemps dernier, au moment où le gouvernement présentait son nouveau pacte ferroviaire, dans lequel il y avait 87 fois le mot concurrence, 0 fois le mot réchauffement, 0 fois le mot climat, 0 fois le mot biodiversité. Quand on pense le rail, sans mettre au cœur la question du réchauffement climatique, et quand la seule vision qu'il y a, et je pense que c'est sans doute ce qu'il y a de plus désespérant, c'est la concurrence, la concurrence, la concurrence. Sur les modes de transport, mais plus vous regardez sur les universités et les étudiants, c'est la mise en concurrence des universités entre elles et des étudiants entre eux. C'est une vision qui fait que l'homme doit être en guerre permanente avec tous ses semblables, tout le temps, pour se faire une place, gagner sa place, maintenir sa place, avec la concurrence comme valeur phare. Bon, étendu, il y a une adéquation là entre la pensée Macron et celle de l'Union européenne, mais je pense qu'il y a profondément, aujourd'hui dans la société française, et les Gilets jaunes en sont une expression, un désir d'autre chose. Autre chose que cette guerre de tous contre tous. Il y a profondément ancré un désir de solidarité, de fraternité, de lien, et je pense que c'est ça qui fait le terreau commun. Voilà, donc c'était la première chose. Après oui, sur la Constitution, je veux dire que faut bien voir qu'on n'écrit pas une Constitution où on fait rien. Moi, y compris, bon, on peut poser des revendications. Là, je sais pas combien il y a de revendications des Gilets jaunes, mais vous pouvez encore en poser 10 fois plus. Moi, je suis pas tellement de ce genre de tempérament-là. Je suis pas tellement... C'est bien, hein, il faut qu'il y en ait, hein, il faut qu'il y ait un programme. Moi je dis toujours, la surprise avec la gauche, c'est pas quand elle écrit des beaux programmes, c'est les spécialistes, il n'y a pas de problème actuellement, toutes les élections. Mais c'est quand le programme il est un peu mis en œuvre ensuite. Et donc toute la question pour moi, elle est moins... qu'est-ce qu'on va avoir comme mesure qu'on veut? Bon, sur le papier c'est bien joli, mais quelle force sociale on a pour les pousser? Et je dirais même, quand bien même ça serait un président, puisque malheureusement moi je dis je ne veux plus de ce président, mais je ne veux plus deux présidents. Je ne veux plus d'un président soleil comme on a eu un roi soleil, un astre autour duquel toute la vie politique, démocratique, tout tourne. Et les caprices du prince font les décisions immédiates de l'Assemblée, enfin tout le monde se plie à ses ordres, c'est la définition du despotisme que proposait Montesquieu. Donc je ne veux plus de ce président, et je ne veux plus de deux présidents. Mais quand bien même, on aurait demain un président sincèrement de gauche, enfin voilà, ou sincèrement... Pour le progrès social, pour la justice fiscale, pour l'exigence environnementale, quand bien même on aurait ça, rien ne serait plus nécessaire alors que d'être dans la rue, que de le pousser au cul.
Parce que c'est pas parce que le gars il sera à l'Élysée qu'il sera tranquille. Quand il sera à l'Élysée, il aura devant lui la Commission européenne, il aura devant lui le MEDEF, il aura devant lui les médias, il aura devant lui éventuellement une part de l'armée, il aura tout ça devant lui. Et si jamais il n'y a pas poussé derrière, s'il n'est pas les banques, s'il n'est pas poussé derrière par le peuple, il ne pourra rien faire. Quand bien même il aurait toute la meilleure volonté du monde. C'est Roosevelt, pendant la grande crise aux États-Unis, qui recevait des syndicalistes, enfin voilà, des associations et tout ça, qui avaient des propositions. Et à la fin, il termine en disant vous m'avez convaincu, maintenant faites pression sur moi. Eh ben oui, parce que si le gars il est tout seul et qu'il doit lutter contre les banques, contre tout ça, il a intérêt à avoir des baïonnettes aux fesses pour être poussé de l'avant. Donc de toute façon, cette nécessité, mais alors j'entends le RIC, moi je veux bien, mais pour moi, il n'y a pas de fétichisme. Il n'y a pas de fétichisme d'une mesure. C'est pas une mesure qui viendra résoudre les problèmes de démocratie, de fiscalité, d'environnement qui se posent massivement aujourd'hui à la nation. Non mais je refuse, je dirais le soutenir, je voterai pour, mais qu'on ne me fasse pas croire que ça, ou le tirage au sort, ou autre chose, c'est une solution miracle. Vous savez, je veux pas qu'on en soit à un truc de professeur tournesol qui a trouvé le truc, et que c'est à partir de ce truc-là que tout va se résoudre. Donc pour moi, c'est un outil intéressant dans une boîte à outils, mais ça ne peut pas être la réponse. Vous voyez, c'est comme quand il y a un truc qui dit quand on a qu'un marteau, on voit tous les problèmes sous forme de clous. On peut pas demain être des obsessionnels et quelle que soit la question qui nous est posée, on répond le RIC. Donc, malheureusement, c'est un contre-pouvoir, un outil de contre-pouvoir. C'est un outil, mais comme l'est aussi le suffrage universel. Eh oui, et le suffrage universel qui a été une conquête, qui a eu son utilité, qui a permis entre autres par exemple le Front Populaire. Moi, mes phares dans l'histoire de France, c'est le Front Populaire parce que c'est la rue et les urnes. Et je pense que tant qu'on n'a pas la conjugaison de la rue et des urnes, on perd. Mai 68, on a eu les urnes, on a eu la rue, on n'a pas eu les urnes. Mai 81, on a eu les urnes, on n'a pas eu la rue. Donc voilà, il y a la conjonction des deux. Donc le suffrage universel est un outil dans la boîte à outils. Peut-être qu'on peut réfléchir au vote obligatoire, mais il y a un certain nombre d'outils à la prise en compte du vote blanc. Il y a des tas d'outils et j'admets que le RIC soit un outil intéressant. Mon mandat est révocable. J'ai proposé à mes électeurs. Donc je considère que c'est un outil intéressant. Maintenant, ne fétichisons pas. Voilà, c'est tout. C'est un outil dans la boîte à outils. Mais c'est pas ça, c'est pas à partir du moment où on aura ça que tout le reste va être résolu. C'est pas vrai. Il faudra continuer à avoir des mobilisations. Ça sera pas seulement le bout de papier qu'on pourra glisser parce qu'on arrive à avoir un vote sur tel ou tel point. Il faudra qu'il continue à y avoir une mobilisation populaire de masse. Parce que en face, la pression en face, elle est toujours là. Ils ne baissent jamais la garde. Ils ne baissent jamais les armes, eux. Et donc, à partir du moment où on n'est plus là, ben le pouvoir, il se retrouve tout seul. Enfin, le président ou n'importe qui, ses ministres, son gouvernement, il se retrouve... Mais vous savez, c'est un peu comme... Je terminerai là-dessus. C'est un peu comme moi, comme député. Moi, je peux dire que je sens la différence quand je parle, dans l'hémicycle, dans les médias, ailleurs, entre le moment où je parle, il n'y a rien dans la rue, donc vous appuyez sur rien, vous êtes dans le vide, vous êtes une particule qui parle, mais vous êtes le gauchiste de service à ce moment-là. Et quand vous avez des gilets jaunes partout dans le pays, et où les mêmes propos, sur l'impôt de solidarité sur la fortune, sur le crédit impôt compétitivité emploi, sur l'exigence de démocratie, et là, appuyés sur une exigence qu'on sent dans la rue, et les mêmes mots vont prendre un poids, on vous méprise plus de la même manière. Parce que bon, le mépris qui est subi par les classes populaires dans les propos de Macron, je veux dire que quand même, on se le prend aussi de manière régulière. Et j'utilise cette image en disant, moi, je suis comme un bélier. Vous savez, un bélier, c'est ce truc du Moyen-Âge qui servait à défoncer les portes des châteaux forts. Moi, mon utilité, c'est que je peux aider à défoncer les portes des ministères, pas seulement celles de Griveaux. Mais un bélier n'est rien si jamais il n'y a personne qui le porte. S'il est par terre. Voilà, s'il est par terre, il ne sert à rien. Donc, et de la même manière de mon film aujourd'hui. Mon film, moi, c'est un outil que je viens poser.
C'est vous qui décidez si c'est un outil utile dont on se saisit et puis on y va, on le porte et il sert à défoncer quelque chose ou il sert à rien du tout. Et donc, vraiment, moi, c'était le slogan de ma campagne, c'était « Ils ont l'argent, on a les gens ». Mais c'est un combat, on sait très bien, c'est un combat permanent que de faire que les gens ne sombrent pas dans le découragement, dans la résignation, dans le sentiment de fatalité, qu'il faut toujours aller les rechercher, qu'il faut leur offrir de la joie, de l'espérance, enfin voilà, c'est un travail quotidien que d'effectuer cette coagulation. Mais écoutez, j'ai l'impression que pour Chambéry ce soir, et pour donc samedi 13h30 aux éléphants, même si je ne sais pas très bien où c'est les éléphants, ça me paraît plutôt bien parti. Voilà. Ah, c'est à côté du cinéma. Bon, bah écoutez, comme ça, c'est simple. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. La France Insoumise, pourtant, dans les votes, quand on regarde, on voit bien que ça